Il est sur le plateau avec nous, Mansour Kamardine, député de Mayotte. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours. Toujours en pleine forme. Oui. Monsieur le député, avec vous, nous allons revenir sur la venue de Christophe Castaner à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, mais rapidement, puisque vous l'avez fait chez nos confrères, un petit mot sur cette histoire qui est partie en fumée. Notre-Dame de Paris. Je vais en faire deux, si vous m'autorisez. Le premier, Ouais. c'est d'abord de vous féliciter. Je savais que vous étiez un garçon de talent, mais vous avez réussi à évacuer Patrick et de prendre la place. C'est très bien. Il nous regarde. Il nous regarde, il nous regarde. Le deuxième, oui, plus sérieusement, je crois effectivement que ce que nous avons vécu l'autre soir à propos de Notre-Dame est immense. C'est vraiment un drame national et les mots pour le dire, on ne les a pas souvent. Hein. Et comme je l'ai dit également, j'ai beaucoup apprécié que la classe politique a su se retrouver dans un grand moment on va dire, de recueillement national pour signer, parce que Notre-Dame, pour notamment ceux qui sont de confession musulmane, auraient pu dire bon, ben, c'est une église. Et en fait, certes, c'est une église, mais ce n'est pas qu'une église. C'est aussi autre chose. C'est une histoire commune, partagée par toutes les générations, depuis, je ne sais plus, le 10e siècle, je ne sais plus depuis quelle date ça a été 12e siècle, les constructions ont commencé. C'est aussi une œuvre architecturale extraordinaire. Qu'on passe devant, qu'on y va à l'intérieur, on ne se lasse pas de la beauté architecturale. On voit un vrai savoir-faire et donc ce que peut faire la main de l'homme. Et ça, effectivement, c'est une perte immense. Je crois que la déflagration a frappé, l'onde de choc a été ressentie sur l'ensemble de la planète. Et je suis heureux de savoir qu'il y a eu une mobilisation, un élan de générosité pour le reconstruire au bon plaisir, j'espère, des populations. Est-ce qu'on peut comprendre juste rapidement les gens dans les réseaux sociaux qui s'indignent en disant il y a des peuples qui sont affamés, il y a des peuples qui meurent, en France, il y a des SDF, des gens qui sont là, qui ont besoin d'aide. Et quand on voit les riches de notre territoire, de notre nation, qui sont prêts à reconstruire, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire ces gens-là peuvent aider ceux qui sont dans la misère. Alors, deux observations. Ici aussi. La première, c'est que ces riches-là participent justement au soutien des populations. Vous savez, en France, il y a un élan de générosité, notamment à l'international. Moi qui participe depuis 2017 à l'activité, comment dirais-je, à l'international, dans le cadre de l'aide publique au développement, dans le budget. Ça fait beaucoup de sommes. Là, on se bat pour arriver à 0,57% de notre PIB pour aller à l'international et aider ces populations qui sont en difficulté. En interne, il faut savoir que, par exemple, en termes de CMU, l'aide à la santé, l'AME et autres, eh bien, c'est plus d'1 milliard aujourd'hui. Et puis, le RSA et autres, ça représente plusieurs dizaines de milliards. Tout cet argent, on l'obtient où? On ne l'obtient pas, il n'y a pas un puits où on va puiser. Tout cet argent est trouvé grâce à l'impôt, et l'impôt est payé, y compris par les riches. Y compris par les riches. Moi, je ne m'inscrirai jamais dans cette bataille contre les riches. Un pays qui n'a pas de riches est un pays qui s'appauvrit. Et donc, nous n'avons pas à nous battre contre nos riches. Au contraire, on peut être exigeant, leur demander de participer. Je crois que nous sommes heureux de savoir qu'ils participent. Souvent, on a vilipendé les riches, qu'ils ne voulaient rien donner, Là, ils le font. Il faut le saluer. Ça choque les gens. Ça choque les gens de dire ils donnent 200 millions facilement pour Notre-Dame et ils donnent rien à ceux qui crèvent la faim, entre guillemets. Mais c'est faux. Non. Parce que de toute façon, quelle que soit leur fortune, ils ne pourront jamais donner suffisamment parce que la pauvreté, malheureusement, gagne du terrain dans le monde. Et on ne pourra jamais. Est-ce qu'il faut les assécher? Est-ce qu'il faut les assécher pour qu'il n'y ait plus de riches et comme ça on sera content? C'est ça ce qu'on veut faire?
Donc je crois que ce débat me déplaît. Qu'on soit exigeant, qu'on leur demande de participer à une hauteur convenable, ainsi de suite, oui. Qu'on assèche les riches alors que les autres pays s'enrichissent. Même la Chine communiste, aujourd'hui, elle a plus de milliardaires que chez nous. On est content comme ça de continuer. C'est quoi cette philosophie, ce comportement franco-français qui déteste son riche, alors que c'est avec ce riche qu'on pourra construire les choses parce qu'on pourra lui demander de participer. Quand vous payez 10 € d'impôts, le riche probablement, il paye justement 500 millions d'impôts. Il faut le savoir, ça. Et c'est pour ça que ça a révolté aussi quand le président a dit qu'il y aurait les 3/4 de ces montants qui seraient exonérés d'impôts. Déjà, le dispositif existe. L'exonération, quand vous financez une association, vous êtes exonéré d'impôts de 60, de 50, ou je ne sais pas combien. Ensuite, donc il est normal. Pourquoi vous voulez l'égalité? Que nous soyons tous traités de la même manière. Et l'égalité en matière fiscale, ce n'est pas payer 1 € chacun, mais c'est au taux. Un tel, vous payez 10% des revenus, lui peut-être il paye 40% de ses revenus pour financer. Et donc l'égalité existe. En tout cas dans le sens où je ne suis pas sûr que l'égalité soit de faire en sorte que personne ne dépasse 1,30 m, mais que chacun, en fonction de ses capacités contributives, participe à l'effort de la nation pour financer les sujets. Donc moi, personnellement, je suis fier que nous ayons encore en France des millionnaires et des milliardaires, que lorsque nous traversons des catastrophes, qu'ils sont capables, qu'ils soient là et capables de mettre la main. Parce qu'on attend que ce soit les Chinois qui viennent... Si c'était les Chinois qui avaient fait ce don, on aurait crié comme ça. Je crois qu'il y a un minimum de... Voilà, il faut être fier que la France a encore des milliardaires et des machins. Il faut être fier qu'ils aient de manière spontanée offert à participer au financement de Notre-Dame, au bonheur de tout le monde, y compris à l'international. Et encore une fois, ces personnes-là, qui sont des Français, participent au financement du fonctionnement de l'État. Suffisamment? Pas suffisamment? C'est un net débat. Mais au moins, ils y participent. Et je crois qu'au moins, on peut leur en savoir gré à ce niveau-là, qu'ils viennent participer. Encore une fois, tout le monde pensait que la reconstruction prendrait une vingtaine d'années. Là, on nous annonce 5 ans. On n'est pas content? Oui, si on est content. Vous êtes invité, on va revenir sur notre sujet ce matin parce que je pense qu'on a passé vous posez vos questions et moi je vous réponds. Bien sûr, mais évidemment, c'est important. En plus, là, c'est très clair. Mais j'ai compris qu'on avait une demi-heure jusqu'à... Exactement. Bon, très bien, on va aller jusqu'à 20h. Nous allons revenir donc sur la venue de Christophe Castaner. Question toute simple. Quel est votre regard par rapport à cette visite? Alors, je crois que Christophe Castaner est venu préparer le terrain d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a annoncé qu'il irait à Mayotte au mois de juin. Donc vous voyez une succession de ministres, il y a une succession même des directeurs. On a vu les directeurs de la lutte contre la pauvreté, on a eu Christophe Castaner. À la fin, ce week-end, nous allons voir Annick Girardin, ainsi de suite. Probablement il y a un autre derrière, pourquoi pas. Donc ils vont se succéder, chacun à son tour, pour voir un petit peu de façon à pouvoir conserver leur poste. Donc voilà, ils sont là, mais il n'y aura pas de... En tout cas, pas avec eux. Et à ce stade d'aujourd'hui, dans le timing, des annonces fracassantes. Sans compter que d'ailleurs, aussi bien Mme Girardin que le président de la République lui-même, ils ont annoncé l'une et l'autre que pour le quinquennat, Mayotte ne doit s'attendre à rien de plus, si ce n'est ce qu'on a dans Mayotte, l'avenir de Mayotte, c'est-à-dire le programme que Annick Girardin avait annoncé à la préfecture. Pour vous, monsieur le député, n'aura quasiment rien servi. Quand on écoute les uns des autres, ils disent oui, avec ce gouvernement, on n'a jamais eu autant de visites ministérielles qu'avec ce gouvernement. On n'a jamais vu ça. Alors, peut-être pas, on n'a pas fait le palmarès des visites et du nombre de visites, donc je me réserverai. Qu'un ministre vienne, je l'ai toujours dit, c'est une excellente chose parce que ça vaut mieux qu'un bon rapport. J'ai vu, quand j'ai interrogé à l'occasion des débats budgétaires au mois de novembre dernier, Castaner à 2 reprises sur le budget de la police
et de la gendarmerie, c'est-à-dire de la sécurité intérieure, sur le budget de la sécurité civile. J'ai interrogé M. Castaner sur des points bien précis, notamment sur les équipements des policiers et sur, comment dirais-je, sur les moyens dont Mayotte est doté au niveau de la sécurité civile pour sauver, vous savez, les gens en détresse, machin, tout ça. Il n'a pas été en mesure de le faire parce que Mayotte n'était pas au premier plan. Il m'avait d'ailleurs promis, c'est au journal officiel, de me donner par la suite, de me faire parvenir les informations, ce qui n'a pas été fait. J'ai été obligé de poser une question écrite. J'attends impatiemment la réponse, qu'il me fasse le point sur les moyens alloués à la police pour qu'elle fonctionne dans les meilleures conditions à Mayotte et sur les moyens alloués à la sécurité civile. Qu'ils soient venus, c'est une bonne chose, parce que les uns et les autres sont obligés d'organiser et de faire en sorte que le ministre voit des belles choses, mais aussi en coulisses qu'ils puissent leur dire leurs difficultés. Je pense notamment, par exemple, s'agissant de la police, à l'adaptation des véhicules qui sont affectés ici, parce que quand on organise les appels d'offres nationaux, on ne fait pas forcément attention à la qualité des véhicules qui sont envoyés ici et qui sont usés plus vite que lorsqu'on est dans la région parisienne. Donc tout ça, c'est des bonnes choses que les ministres viennent. Moi, j'en suis très, très flatté. La seule chose maintenant que j'exige, c'est que les Mahorais ont fait une grève pendant 3 mois l'année dernière, il y a un an pile, pour exiger des mesures de sécurité, une action plus hardie de lutte contre l'immigration, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Et la pauvreté, on l'a partout, sur l'ensemble du territoire de Mayotte, comme l'immigration, comme l'insécurité. Et on a tendance en tout cas on observe, depuis la fin des manifestations du mois d'avril-mai de l'année dernière, que tous les ministres qui viennent, ils vont nécessairement ou quasi exclusivement dans les localités où il y a plus d'immigrés, ou là où les immigrés sont en majorité, au lieu d'aller aussi dans les villages mahorais où il y a aussi de la détresse, il y a aussi de la délinquance. Donc j'espère qu'avec Mme Girardin, elle rompra enfin avec cette pratique et qu'il ira un peu partout dans le pays pour mieux voir d'abord la beauté de nos paysages, parce que c'est quand même assez unique, ça on retrouve nulle part, mais aussi rencontrer les uns les autres et comprendre la détresse des Mahorais et peut-être écouter autre chose que ce que nous pouvions lui dire, nous les élus, parce qu'on la voit souvent, on lui dit, à la limite on lui rabâche les mêmes choses, peut-être qu'elle entendra aussi autre chose. Quand vous dites Christophe Castaner ne m'a pas écouté, j'ai fait des propositions, etc. Quand il est venu ici, il a dit c'est pas forcément en rajoutant sans arrêt des policiers ou des gendarmes que ça va faire changer les choses. Il faudrait penser à justement une nouvelle façon de penser à la sécurité. Il l'a dit plusieurs fois lors de son séjour. Alors, je n'ai jamais dit qu'il ne m'a pas écouté. J'ai dit que je lui ai posé des questions, il n'a pas été en mesure de répondre à ces questions. Ce n'est pas la même chose, déjà. La deuxième chose, moi je dis chiche, mais comme je le lui ai dit, quand on l'a rencontré à la préfecture, à l'occasion d'un déjeuner de travail, nous avons échangé sur ces sujets-là et moi je lui ai fait des propositions. D'abord, je souhaite qu'il y ait un prépositionnement, notamment de la PAF à Longoni. Longoni, il passe plusieurs milliers de tonnes de marchandises, mais aussi plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à Longoni, et la PAF n'est pas là. Et donc, ça suppose que les gens peuvent venir repartir sans être vus. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé à Mzamboro. À Mzamboro, nous avons vu que les gendarmes et les journalistes sont allés là-bas, ils ont été agressés. Ça veut dire que c'est un territoire à reprendre. Donc, alors que ça fait 2 ans, 3 ans que je milite pour un prépositionnement des forces sur Mzamboro, qui sont des propositionnements y compris stratégiques, parce que si nous plaçons les gens sur Mzamboro, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand on voit les personnes arriver, les Kwassa arriver, on est à 10 minutes au contact. Donc probablement, quand on verra, quand les Kwassa verront nos forces, ils rebrousseront chemin.
Ils n'auront pas besoin d'arriver sur nos eaux territoriales et nous trouver contraints, en exécution d'une convention internationale, de les ramener sur Mayotte. Peut-être qu'ils rebrousseront chemin, ils repartiront parce qu'ils sauront qu'ils ne pourront pas arriver à Mayotte. Et ça, stratégiquement, c'est déjà pas mal. Troisièmement, quand il dit on a mis tant de moyens, c'est vrai. Et moi, je salue, on sent effectivement une petite baisse de tension, même si même si les violences sont encore là, les inquiétudes sont là, il y a une petite baisse de tension. Et en même temps, on voit aussi un regain. Récemment, on a vu que les coupeurs de route étaient revenus. Et on a appris que le tribunal, le procureur aurait requis 18 mois de prison avec sursis. Il a eu 6 mois ferme. Il a eu 6 mois ferme, alors qu'un petit voleur machin, il a 18 mois ferme. Et les gens ne comprennent pas ce type de... Un coupeur de route... Et là-dessus, le procureur en est conscient. Il en a parlé hier dans une conférence de presse. On lui a justement parlé de ce problème-là où il a pris que 6 mois. Il disait, mais où est-ce qu'on peut mettre la peine, etc. Et où est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui délibérément prend la décision de faire des activités nocturnes de coupure de route? C'est quand même, il y a manifestement un élément intentionnel de crime. De crime. Quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière, la tension qu'il y avait, la peur qu'il y avait, qui a complètement modifié le comportement de nos populations. Aujourd'hui, vous ne sortez pas. Hier, j'étais dans une manifestation à Pamandzi. J'aurais aimé rester jusqu'à la fin, mais à 22 h, je dis il faut absolument que je parte parce que s'il n'y a plus de circulation dans la rue, c'est un risque. Voilà où nous en sommes réduits. Donc il y a effectivement, quand on peut condamner un petit voleur à 6 mois, on peut probablement condamner un peu plus le coupeur des routes pour envoyer un message et dire que nous ne pouvons pas. Mais je reviens sur les moyens avec Castaner pour dire prépositionnement des forces. On nous avait promis aussi, comment on appelle ça, les intercepteurs. Les intercepteurs sont là et apparemment ils sont insuffisants et donc il faut en rajouter. Mais on avait dit aussi qu'on mettrait, comment ça s'appelle, le mot m'échappe. Les drones. Les drones, qu'on mette des drones pour surveiller parce que nos radars apparemment sont devenus aveugles et donc on met des drones. Où sont-ils? Ça fait plus d'1 an qu'on nous les a promis. Après on investe des éléments techniques, des problèmes techniques, ainsi de suite. Je crois qu'il faut que nous prenions la mesure de la situation. Vous savez, pour endiguer le phénomène migratoire à Mayotte, l'idée n'est pas de dire que personne ne viendra. L'idée, c'est de dire que tous ceux qui viennent, qu'ils soient suffisamment et clairement identifiés. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on envoie un message clair. Personne ne pourra franchir nos frontières sans notre autorisation. Et une fois qu'on aura réussi ça, croyez-moi, je sais pertinemment qu'en face, les gens viendront tout de suite, les autorités, pour dire nous sommes prêts à négocier, à trouver des solutions. Et c'est ce que moi je souhaite. Je souhaite qu'il y ait effectivement des accords qui soient passés pour savoir qui peut venir à Mayotte, qui ne peut pas venir, comment on peut aller à Mayotte et qu'on ne peut pas aller n'importe comment. Et donc nous avons besoin d'une réorganisation de nos forces. Alors, M. Castaner m'a promis, ou nous a promis, puisque je n'étais pas seul, qu'ils allaient expertiser cette solution, notamment des propositionnements des forces à Mzamboro. On l'avait déjà promis. Je crois que même sur le plan de l'ancien Premier ministre, c'était quand il est venu en tant que ministre de l'Intérieur, ça a été évoqué, même mentionné, puis c'est pas exécuté. Donc c'est tout ça. Ça dit que pour Mayotte, souvent les gens, ils font des rapports, ils viennent, font des rapports, et puis les suites sont longues à mettre en place. Alors vous, messieurs le député, qui avez l'habitude de prendre la parole à l'Assemblée pour dénoncer, pour alerter, pour proposer, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui peut vous décourager? Parce que quand on vous entend parler par rapport à ce gouvernement d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose? D'ailleurs, par rapport à sa venue, on sait que l'autre cheval de bataille, le vôtre également, ou ceux des autres parlementaires, c'est la piste longue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a plus d'espoir? Non. Dans la vie, tant qu'on respire, il y a toujours de l'espoir. Ceux qui ont fait Mayotte française, dans les années 60 et les années 70, si ils avaient pensé qu'il n'y avait plus d'espoir, on ne serait pas là. Ils ont cru jusqu'au bout. Nous nous sommes battus sur d'autres sujets.
nous sommes battus sur la départementalisation, nous sommes battus sur l'accession des Mayotte au RUP. Nous nous battons pour la piste longue et sur d'autres sujets, moi je suis convaincu que nous y arriverons. Sur la piste longue, on était arrivé avec le gouvernement de Sarko à l'adoption du débat public, à la publication au journal officiel de la continuation de la décision de continuer le projet. C'est Hollande qui l'a bloqué. Nous espérons qu'avec Emmanuel Macron, il débloquera le sujet. Et en tout cas, moi, si le président de la République dit « Allez, chiche, on fait dans un temps, dans les 5 ans, la piste longue, j'en serais ravi. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, sans la piste longue, il n'y aura pas de développement de Mayotte. Nous ne pouvons pas d'un côté refuser le développement pour créer de l'emploi au profit de nos jeunes et de l'autre refuser d'augmenter et d'étendre le RSA. Et d'ailleurs, ou même les allocations familiales, en invoquant la pression migratoire. Vous voyez un peu la difficulté? On dit à nos populations, nous ne pouvons pas augmenter le RSA, nous ne pouvons pas, ainsi de suite, ou les allocations familiales en raison du poids démographique et de l'immigration. Et de l'autre, on ne met pas les moyens pour empêcher cette immigration. Donc le Mayotte est perdante sur tous les points. Et ça, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Et moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée que je jette l'éponge. Je continuerai à me battre jusqu'à mon dernier souffle, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mon mandat. Donc pour vous, l'avenir de Mayotte passe aussi beaucoup par la piste longue. La piste longue, le port et les routes. Il n'y a pas de raison. Comment, vous savez, pour venir à votre émission, j'ai quitté mon lit à 5 h du matin pour faire 20 km. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème là? Si, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est surtout ça, et surtout que ça se passe sur les routes nationales. Et là aussi, donc, on voit que, en fait, l'idée, notre préoccupation ici, c'est de comment faire pour qu'il y ait plus d'État à Mayotte. C'est ça la vraie question. Il faut que l'État accepte ce que nous sommes, c'est-à-dire une région pleinement française. Et une région pleinement française, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes services que les autres régions, et c'est tout le combat que je mène. L'avant-dernière question, monsieur le député, il était resté dans le silence, nous parlons bien d'Emmanuel Macron, le président de la République. Finalement, il l'a fait, il a félicité le président aujourd'hui Azali de sa réélection. Quel ressenti pour vous? Je ne sais pas si j'ai un ressenti. Et puis, pour avoir lu la lettre du président de la République, je ne sais pas s'il l'a félicité. Mais à chacun son interprétation. Le président de la République dit à Azali, le Conseil, la Cour suprême de votre État vous a déclaré élu. Nous en prenons acte. Les Comores et la France ont des liens d'amitié historiques et anciens. Nous continuerons à travailler, comme jadis, et notamment dans le cadre du document cadre en cours de négociation pour lutter contre les trafics humains. Or, à travers ce vocabulaire diplomatique, moi je me retrouve. La lutte contre les trafics humains, c'est ce que le vocabulaire des Comoriens. Nous, ici, on dit la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, si les Comores acceptent effectivement de signer un document dans lequel ils s'engagent à empêcher les départs de Kwassa, c'est ce que nous voulons. Donc, je vais pas en rougir. En revanche, si vous me demandez, moi, à titre personnel, ce que je pense de l'organisation des élections aux Comores, effectivement, il y a beaucoup à dire. Et pour ne pas froisser le voisin, j'observerai tout simplement que c'est l'un des rares pays où des journalistes sont en prison. Vous serez là-bas, probablement, vous ne serez pas là à m'interroger, ainsi de suite. Et donc, je me contenterai du communiqué de l'Union africaine qui en dit long. L'Union africaine, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons surveillé les élections, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qu'elles se sont déroulées dans la totale transparence. Je crois que tout est dit là-dedans et je ne vais pas en rajouter. Voilà. Alors, la dernière question, monsieur le député, vous avez investi récemment, en tout cas, les partisans, les candidats pour ces prochaines échéances municipales. Certains, ça n'a pas fait que des heureux, des contents.
Est-ce qu'aujourd'hui, votre famille politique, finalement, est ressoudée, est soudée pour affronter en tout cas ces élections et aujourd'hui, les LR sont capables de reconquérir ces territoires perdus, si on oserait dire, des communes de Mayotte? Vous savez, ce qui fait la force de la politique et la foi, il faut avoir la foi, c'est parce qu'on ne gère pas des animaux ou des objets, mais des hommes et des femmes, c'est-à-dire des personnes dotées d'intelligence. Et chacun a sa propre intelligence. Et ce qui veut dire qu'il est toujours difficile de faire l'unanimité. Donc c'est vrai, vous l'avez dit, il y a des heureux, il y a des mécontents. Les choses ont été faites. Je vais juste rappeler comment elles ont été faites. Nous avons pris le parti au sein de la Fédération LR de ne pas, enfin, d'avoir une distribution, un partage des rôles et des compétences. Aux sections locales, de proposer les candidats, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, on a des présidents, des bureaux qui convoquent les militants, qui se réunissent, qui enregistrent les candidats à la candidature, et puis ils se déterminent librement, de manière démocratique, ça on y veille souvent, de façon à ce qu'ils proposent un candidat, et ce candidat est investi. Et c'est ce qui s'était passé. Après, il peut y avoir des déçus. J'ai été candidat à la candidature, je ne suis pas retenu et donc je ne suis pas content. C'est des choses qu'on peut entendre, ce sont des choses humaines, de l'humain. Et donc, après, il faudra effectivement qu'on ait des dialogues. Et moi, je dis souvent à mes camarades du parti, à mes compagnons, on n'a pas que les municipales. Plus nous engagerons des victoires, mieux nous pourrons occuper des postes de responsabilité et plus nous pourrons être plus nombreux à les occuper. Une chose est certaine, c'est que si je prends par exemple la ville de Sada, nous sommes 10 000 et on a besoin d'un maire. Il serait intéressant qu'il soit issu de nos rangs. Mais sur l'ensemble de la ville, avec 10 000 habitants, on a besoin d'un maire. Sur l'ensemble du territoire du département, nous sommes 265 000. Nous avons besoin d'un président du conseil départemental. Mais la ville de Sada, où vous avez besoin d'un maire qui vient de votre famille, ben, pourtant vous ne l'avez pas laissé le choix de... Enfin, vous ne l'avez pas facilité à regagner ce territoire. On parle des maires qui viennent. Moi, je ne parle pas de maires sortants. Voilà, je parle de l'avenir. Mais j'aurais pu prendre l'exemple de Mamoudzou. J'aurais pu prendre... Je prends délibérément Sada. Mais on peut parler de Mamoudzou, on peut parler de Mzamboro, ainsi de suite. Et je peux vous dire que j'ai eu sur un certain nombre de localités des candidats que j'aurais aimé qu'ils soient investis, mais qui ne l'ont pas été. Est-ce que je viens avec mes gros sabots en disant c'est moi le président, c'est moi le député, j'impose Camar parce que... Non, même si je ne suis pas content, mais je suis un démocrate. Il faut que j'accepte les choix à partir du moment où on a fixé les règles. À partir du moment où les règles ont été respectées, eh bien, je respecte les décisions qui sont prises. Sinon, ce n'est pas la peine de demander aux gens de désigner des candidats, on le fait soi-même. Effectivement, j'aurais pu me mettre dans un bureau en disant Kamal, je le connais depuis 25 ans, c'est lui que je désigne, celui-ci, je le connais que 3 jours. Voilà, ce ne serait pas une vie démocratique. Moi, j'ai toujours souhaité, à chaque fois que j'ai été à la tête des Républicains, que la démocratie soit parfaite et totale. Mais une fois que les uns et les autres se sont exprimés, eh bien, il y a une décision qui est prise et à ce moment-là, la décision mérite exécution et c'est ce que j'essaie de faire pour que les décisions qui ont été prises, d'abord les propositions des sections locales, ensuite les investitures qui ont été données, soient respectées et que nous soyons tous derrière nos candidats à l'occasion de ces municipales. Donc tous ceux qui ont été investis, que je sois à titre personnel et au fond de moi pour ou contre, bénéficieront de la même attention et du même soutien de ma part. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le député Mansour Kamardine, d'être venu nous voir et répondre à nos questions ce vendredi. Ah ben oui, en ce vendredi 19 avril. Merci. Vous féliciterez Patrick de la promotion qu'il a prise. Non, ça n'a rien à voir. Il est juste. Non, parce que c'est un vendredi saint, donc il est parti chercher des autres sacs. Comme c'est un saint. C'est un saint, c'est son vendredi. Voilà. Oui, d'accord. Il est allé chercher. J'avais pas vu c'était le Saint Patrick. C'est ça, c'est le Saint Patrick de Pâques. C'est tout pour ce temps de parole.